Ici, on va attendre Anne-Sophie. En tout cas, déjà bonjour. Voilà. Nous sommes 48 inscrits, sans compter les étudiants de Master 2 IST. Mais je ne regarde plus mon portable parce que j'ai sans arrêt des SMS qui me disent on va être en retard, parce que les trains, parce que ceci, parce que cela. Bon. Donc, on commence, on a déjà un petit quart d'heure de retard, 20 minutes même, et tout étant quand même assez minuté pour arriver à tenir les horaires, donc nous allons commencer. Alors, donc, je peux déjà dire qu'on est heureux de vous accueillir, que c'est une journée très importante pour nous, je vous dirai après quelques mots là-dessus, sur cette journée et sa teneur. Mais je vais passer d'abord la parole à Marianne Erard, donc, qui est chargée des programmes scientifiques et de sa valorisation à la MSH. Ici, Anne-Sophie. Voilà. Et ensuite, voilà, on se présentera avec Anne-Sophie, etc. Voilà, on va faire ça de manière très détendue. Cette journée est avant tout un plaisir. Bonjour, donc voilà, la MSH Paris-Nord est très heureuse d'accueillir ce colloque sur l'automédialité parce qu'il s'inscrit dans un des axes de recherche de la MSH Paris-Nord qui est industrie de la culture et des arts. Voilà. Donc je voulais vous dire deux mots sur les MSH qui sont des organismes qui sont mal connus malheureusement et qui pourtant existent depuis, pour certaines, depuis une trentaine d'années. Voilà, donc il y a 23 MSH, donc Maison des Sciences de l'Homme en France, et ce sont des organismes en fait interinstitutionnels, soutenus le plus souvent par des universités et par le CNRS. Donc elles ont pour mission de développer la recherche pluridisciplinaire, et d'apporter un appui à la recherche. Elles ont aussi pour mission de développer des partenariats avec l'environnement social, économique et aussi avec les collectivités territoriales et également de mutualiser les moyens avec les organismes auxquels elle est rattachée. Donc la MSH, pour autant, voilà, les MSH ont chacune une identité. Donc la MSH Paris-Nord est soutenue en fait par l'Université Paris 8, par l'Université Paris 13 et également par le CNRS. Voilà. Donc la MSH Paris-Nord, elle est créée depuis 2001. Elle est installée dans ces très beaux locaux depuis 2015. Voilà. Et donc nous, notre identité, c'est de soutenir la recherche sur 5 axes de recherche. Si tu pouvais, Rémi, on ne va pas les détailler, hein, mais donc il y a un axe de recherche sur donc industrie de la culture et art, avec des sous-thèmes comme vous pouvez le voir. Un deuxième axe de recherche sur corps, santé et société. Un troisième axe de recherche sur mondialisation, régulation et innovation. Un quatrième axe de recherche sur penser la ville contemporaine. Et un dernier axe de recherche sur archivage numérique des données de la recherche et audiovisuel. Voilà.
Donc l'AMSH donc, finance donc modestement la recherche via un appel à projet sur ces 5 axes donc, de recherche. Alors les critères sont l'interdisciplinarité, l'interinstitutionnalité et une dimension internationale. Voilà. Donc je vous invite à déposer des projets dans le cadre de l'appel à projet annuel donc, qui sera publié le 15 juin et on peut candidater jusqu'au 15 septembre. Voilà. Donc l'appel à projet, en fait, on finance à la fois la constitution de réseaux de recherche, à la fois des recherches exploratoires, mais ça peut être aussi des aides à la publication ou des aides au colloque, ou des journées, ou même un programme de séminaire, on peut également soutenir. Voilà. Alors la MSH offre aussi aux porteurs de projets qu'elle labellise différents services, communication, valorisation, si Rémi tu peux déplacer, voilà. Également la mise à disposition de salles d'un régisseur, donc Rémi, voilà, de salles de réunion. Vous pourrez en voir au 4e étage, et donc l'amphithéâtre ou l'auditorium. Voilà. Juste pour finir, pour vous dire que la MSH aussi accueille dans ses locaux également certains projets de recherche, donc en offrant des bureaux, des studios, pour les projets par exemple de recherche-création en musique. Et elle accueille également de l'ABEX, notamment dans le cadre de son axe 1, donc le LABEX ICA, peut-être vous connaissez, à Rare-2H, qui sont les LABEX de Paris 8 et de Paris 13. Elle accueille aussi 3 structures qui fédèrent la recherche, donc des GIS sur les thématiques de participation, un GIS sur le genre, et un autre, le GIS Geste, sur la santé au travail. Voilà. Donc la MSH est un lieu de brassage important, aussi parce qu'elle accueille des acteurs aussi publics, donc une association par exemple en recherche-action qui vise à apporter l'expertise aux habitants dans les opérations de rénovation urbaine. Elle accueille aussi le pôle Média Grand Paris, qui est une association d'entreprises de la filière de l'image. Donc on veut vraiment être un lieu de brassage et de synergie. Voilà. Donc je vous laisse la parole et je vous souhaite un très bon colloque et de fructueux échanges. Voilà. Merci Marianne, et en retour, je dois dire vraiment qu'on vous remercie énormément pour cet accueil, pour ce lieu, pour nous permettre justement, pour cette première, on va dire en France, sur l'automédialité. Voilà, puis après, on en dira plus quelques mots. Donc, ce colloque, Art de l'image, automédialité et fabrique de soi, il marque, dont nous sommes les co-coordinatrices, donc Anne-Sophie Jurion, qui est doctorante à Experis et bien sûr membre du Collège international de recherche biographique en éducation. Je vais vous dire après tout de suite 2 mots, qu'est-ce que c'est. Donc, et moi-même, Christine Delory Mamberger, Université Paris 13. Voilà. Avec une équipe de chercheurs et d'artistes que vous pourrez entendre tout au long de la journée. Avant que je vous dise, à ma droite, Mike Latrace, qui a pris la délicate tâche de faire la modération. Voilà, Mike, certains le connaissent, donc, est docteur en sciences de l'éducation, un doctorat fait à Experis. Et il est maintenant ingénieur de recherche à l'université Cergy-Pontoise. Alors, comme je disais, ça marque la première étape
dans un travail de recherche que nous conduisons depuis 2 ans dans le cadre du Collège international de recherche biographique en éducation autour de la notion d'automédialité. Alors, la notion d'automédialité, vous l'entendrez décliner tout au long de la journée, donc vous aurez le temps de vous familiariser. Et qu'est-ce que le Collège international de recherche biographique en éducation? C'est-à-dire, il a été fondé, créé il y a 4 années à peu près, et il ouvre un espace de réflexion, de travail, d'échange et de formation à la recherche biographique, à la recherche dans le domaine de la recherche biographique en éducation. De manière très rapide, ce que je peux dire, que sont concernés par la notion d'éducation, telle que l'entend la recherche biographique, toutes les expériences, tous les espaces, tous les types de formation et d'apprentissage, qu'ils soient formels, non formels, informels, qui se déploient tout au long de la vie et dans tous les secteurs de la vie. Alors, il interroge les relations d'interaction et de construction réciproque entre le biographique et l'éducatif. La recherche biographique en éducation, elle vise à faire connaître conjointement la dimension formatrice de l'expérience biographique et la dimension biographique de la formation. Et elle se donne pour tâche de comprendre, d'analyser, d'une part, comment les opérations de biographisation, donc un terme de la recherche biographique, selon lesquelles les individus font signifier les situations et les événements de leur existence au sein de l'espace social, comment elles sont partie prenante des processus d'apprentissage et de formation, et puis aussi d'autre part comment les épisodes d'apprentissage et de formation s'inscrivent dans des constructions biographiques individuelles où elles trouvent leur forme et leur sens en relation avec un ensemble qui est construit et évolutif d'expériences formatives et de savoir et de compétences. Bon, j'ai tout à fait le sentiment que c'est un peu compact comme présentation, mais il nous était important de remettre en fait cet axe, qui est l'axe 6, donc vous avez pu le voir sur le programme, art de l'image, automédialité et fabrique de soi, donc dans un contexte plus large où il y a, puisque c'est le 6e axe, il y a 6 axes. Voilà. Alors, on revient, nous, à notre axe à nous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il explore cet axe 6 depuis 2 années, comme j'ai dit. On explore en fait cette notion d'automédialité, une notion qui nous vient d'Allemagne et qui à un moment a répondu justement à ce que l'on travaillait et que l'on a travaillé pendant un moment sous photobiographie. Ensuite, on a trouvé d'autres termes et tout ça ne nous convenait pas tout à fait. Et là, nous sommes tombés unanimes. Et je remercie Arnaud Kiesinger qui va faire après la première présentation d'être avec nous, puisque c'est avec Arnaud et un groupe d'étudiantes, chercheurs de Paris 8 que nous avons démarré ce groupe. Dont on l'explore en tant que voie signifiante, cette notion d'automédialité et activité de médiation de soi, en tant qu'expérience esthétique d'invention et de mise en figure et de façonnement de soi. Donc voilà, tous les mots-là sont placés et vous entendrez tout au long de la journée des interventions, des travaux photographiques, des créations qui viennent illustrer et mettre en débat ces points évoqués. Donc, l'automédialité, cette notion, elle prend en compte l'interaction du médium photographique ou vidéographique, de la réflexion subjective et du travail sur soi dans la construction d'une puissance d'agir. Donc le geste photographique de l'automédialité est une performance réalisée dans les espaces du sensible, produisant des effets de connaissance
et des savoirs que ce groupe de recherche donc, vise à déterminer. Donc nous sommes en chemin, et c'est pour ça que cette journée nous est très importante, puisque à la suite de vos retours, de vos questions, de vos commentaires, etc., nous allons pouvoir après, comme on dit, débriefer, d'ailleurs faire une réunion pour construire en fait la suite de notre travail et nos orientations. Alors dans ce groupe, il y a trois, on va dire, on va les appeler les sous-axes, on ne sait jamais trop comment les appeler. Le premier, c'est automédialité, forme plurielle d'apprentissage, dont la responsable est Valérie Melin, qui est maître de conférence à l'Université de Lille. Et ce sous-axe travaille plus particulièrement sur le geste biographique dans une approche pédagogique. Ensuite, le deuxième, automédialité et médias, donc là c'est Anne-Sophie Jurion, que j'ai présenté tout à l'heure, et Camila Aloisio-Alves, qui est elle brésilienne et professeure en santé publique à l'Université de Rio de Janeiro au Brésil, mais qui est donc actuellement depuis déjà 3 ans, et on espère qu'elle va continuer à être avec nous, qui travaille avec nous. Elle a un poste à l'UPEC. Donc cet axe travaille sur les formes et formes narratives, des formes narratives dans les réseaux sociaux qui apparaissent sous différentes formes, la vidéo, le photo, le récit, et qui explore les possibilités de ces réseaux en tant que démarche automédiale qui donne lieu à de nouveaux processus de subjectivation. Donc, ce sont des présentations très succinctes, puisque avant chaque intervention des sous-axes, il y aura une présentation plus conséquente de ce sous-axe. Et enfin, l'automédialité et création, donc je crois que je suis responsable, mais en fait on est un peu responsables tous ensemble, qui se divise en 3 petits groupes qui sont composés de chercheurs et d'artistes. Voilà, c'était aussi notre intention de ne pas parler sur des travaux d'artistes sans avoir des artistes dans le groupe de chercheurs. Alors là il y a 3 lignes qui est premier mémoire, histoire personnelle et histoire collective. Là c'est plus spécialement Alejandro Herbieta qui est artiste photographe Paris 8, donc et qui travaille avec Arnaud, puisqu'il fait une thèse de doctorat donc à Paris 8, et moi-même. Ensuite, on a une deuxième ligne, des orientations et représentations, là Cécile Offroy, qui est maître de conférence à l'IUT de Paris 13, et Laure Poubert, qui est artiste photographe. Je vais le dire, elle ne va pas aimer, elle est docteure en droit international, et oui, et elle est passée artiste. Elle dit comme ça, des bifurcations, les rendent heureux. Et qui donc est aussi membre du CIRM, en fait tout le monde est membre du CIRM. Et enfin, chorégraphie, Florence Garganti, qui est artiste photographe, et Vanessa Burica, artiste photographe également. Et Florence a aussi fait ses études avec Arnaud à l'université Paris 8. Voilà, donc c'est tout pour moi. À toi. Non, je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Je vais surtout essayer de n'oublier personne. Je ne vais pas vous parler tout de suite d'automédialité, parce que je pense que vous avez du coup toute la journée, vous l'avez compris, pour vous saisir de ce concept. Par contre, je voulais vous faire partager un peu mon making-of de cette journée que nous allons vivre en fait ensemble, puisque lorsqu'on commence en fait à penser qu'il serait bien de partager nos avancées avec des personnes extérieures à notre groupe de travail, on imagine en fait tout au début un petit séminaire, voilà. Mais quand on travaille avec Christine, très vite, on se retrouve à penser à un symposium. Et quand on travaille avec des artistes qui font partie de nos collègues, du coup, on se retrouve en plus avec 3 expositions.
Mais pour en arriver là, il a fallu que chacun de nous, du coup, endosse un nouveau rôle auquel nous ne sommes pas forcément formés. Commercial pour décrocher des lieux d'expo, attaché de presse pour gérer la communication, infographiste pour créer des affiches, intendante pour prévoir les courses, comptable pour budgétiser tout ça, commissaire d'expo pour gérer les scénographies des expositions, chef de chantier, menuisier, hôtesse d'accueil, colleur d'affiches, bref, tout un patchwork de rôles, de missions qui, s'ils n'avaient pas été endossés aujourd'hui par le groupe de recherche, nous n'aurions pas pu vous accueillir aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voudrais dire merci à toutes les personnes qui composent notre groupe de recherche d'avoir joué le jeu. Merci à la MSH de nous accueillir et de nous soutenir avec autant d'énergie et autant d'implication dans notre travail. Merci au service culturel du coup de Paris 13 d'avoir pris le relais sur notre campus pour relayer au mieux notre message. Merci à la Bibliothèque de Paris 8 de nous suivre dans cette aventure aujourd'hui, mais aussi de nous mettre à disposition à chaque fois que nous le souhaitons une salle de travail. Merci au laboratoire IRIS et Experis de cofinancer cette journée. Merci à l'association Corpus Fabrique d'être là, sinon vous n'auriez pas de café à la pause tout à l'heure. Et bien sûr, merci à vous d'être là. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui un symposium, une exposition ici en salle panoramique que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure, une exposition à la Bibliothèque de Paris 13, une autre à la Bibliothèque de Paris 8. Autant vous dire que Bibliothèque de Paris 13, Bibliothèque de Paris 8, MSH, on en rêve, on en cauchemarde aussi. On s'imagine un petit peu tous les scénarios possibles. Et puis, le jour J arrive. C'est aujourd'hui. Et ce dont nous avons rêvé, c'est d'un symposium dynamique, détendu, basé sur l'échange. Alors voilà, nous sommes passés par des tonnes d'émotions. Mais maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour faire de notre rêve une réalité. Faites comme si vous étiez à la maison. Sentez-vous comme chez vous. Partagez avec nous, impliquez-vous, souriez et profitez de cette journée et surtout, osez. Super. Bonjour à tous. Donc, comme Christine l'a annoncé tout à l'heure, je suis donc bien Mike Adras et je suis donc, il m'incombe d'assurer la modération aujourd'hui. Une modération qui va être délicate au moins du point de vue du temps, parce qu'on a déjà largement débordé sur le timing qui était prévu. Donc on va quand même effectivement essayer de tenir ce qui a été annoncé en gardant le sourire. Et donc je vais sans trop tarder donc annoncer la communication d'Arnaud Kissinger. Oui. Donc il est maître de conférence à Paris 8, dans le département d'art plastique et photographie. Il est membre de l'équipe esthétique, pratique et histoire de l'art, dans le laboratoire art des images et art contemporain. Il est né en Autriche et vit à Paris, photographe, historien et spécialiste de la littérature allemande. Il travaille sur les relations entre mémoire, histoire et représentation visuelle dans une perspective européenne. Au milieu des années 90, il commence à développer une pratique artistique singulière qui lie photographie et historiographie sous forme d'enquête. Plusieurs de ses travaux portent sur l'exil, la guerre, la spoliation ou la Shoah, et tentent d'élargir la notion des pratiques dites documentaires. Donc la pratique d'Arnaud Kissinger met à l'épreuve la représentation du passé et interroge le statut des images photographiques. Il mène des recherches théoriques sur les questions liées à l'écriture de l'histoire et la théorisation des pratiques contemporaines de l'image. Donc, je laisse la parole à Arnaud. C'est à vous. Merci infiniment pour cette belle introduction qui dit beaucoup de choses. Donc, je vais vous parler sans papier pour ne pas les perdre, parce que je préfère vous faire un petit parcours d'accueil, si j'ose dire, à travers quelques images. Donc, j'ai préparé une dizaine d'images pour tout simplement vous dire bonjour, vous remercier pour cette journée, vous parler en quelques mots de cette rencontre que j'ai faite avec Christine et avec toute l'équipe avec qui on travaille depuis 2 ans et demi maintenant, au carrefour entre les arts,
les biographies, les pratiques éducatives, quelque chose qui nous importe tous, et c'est, je pense, très bien de faire ça à la MSH qui croise de toute façon les regards et les disciplines. Et comme vous l'avez entendu, je suis quelqu'un qui croise d'emblée les disciplines. Je viens des sciences humaines, un peu de l'éducation aussi, mais surtout de la littérature et de l'histoire contemporaine. Et je travaille aujourd'hui à Paris 8 dans une université qui est vraiment pluridisciplinaire et qui croise les différentes perspectives. Et je vous parle au moment où notre université est occupée. D'abord depuis quelques semaines par des personnes exilées sans papier qui cohabitent avec nous depuis un certain temps. Et là-dessus, nous sommes aussi occupés actuellement par les étudiants qui protestent contre Parcoursup. Donc il y a une belle exposition à la bibliothèque de Paris 8, mais pour l'instant, elle n'est pas visible. Je vous dis ça pas pour donner un ton dramatique, mais pour vous dire que effectivement toutes ces questions esthétiques et d'éducation sont pour moi bien évidemment liées à nos difficultés d'aujourd'hui, du vivre ensemble et de créer ensemble. Et c'est pour ça que j'ai choisi pour introduire un peu cette journée deux figures emblématiques, historiques, pour donner un peu une dimension peut-être de réflexion à travers deux grands écrivains du XXe siècle qui ont eux aussi subi un sort d'exil, qui sont pour moi extrêmement importantes et sur lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler ces dernières années. Il s'agit de Walter Benjamin et de Stefan Zweig, donc deux figures littéraires, philosophiques que vous connaissez probablement, de grandes figures de la littérature et de la philosophie allemande du XXe siècle. Et c'est un peu en hommage aussi à Christine et à notre groupe qui a d'emblée croisé le regard européen entre l'Allemagne et la France, l'Autriche aussi. Et je pense qu'il est aussi un bon moment aujourd'hui de repenser un petit peu à une période difficile du XXe siècle, et ça fait toujours du bien de regarder d'une façon contemporaine ces figures du XXe siècle. J'ai eu le plaisir de faire un projet donc sur les années d'exil de Walter Benjamin en France, qui, comme vous le savez peut-être, va fuir l'Allemagne nazie en 1933 et qui va se donner la mort en 1940 à Portbou, à la frontière franco-allemande. Et Benjamin est quelqu'un qui est très autoréflexif. C'est surtout sa correspondance qui m'a amené à regarder de près ces années d'exil. Et j'ai pris tout simplement la correspondance de Benjamin pour aller voir les lieux à partir desquels il avait écrit des lettres entre 1933 et 1944. Et je vous présente une première image que j'ai faite déjà il y a quelques années. On est ici à Vernuche, dans une vieille maison de maître où Walter Benjamin s'est trouvé interné dans la France des camps, des internements juste après le début de la Seconde Guerre mondiale, où Walter Benjamin est exilé, juif, de gauche, marxiste, qui se retrouve à Paris et avec la débâcle et le début de la Seconde Guerre mondiale se retrouve effectivement interné dans un camp parce qu'il appartient à un pays ennemi qui est l'Allemagne à ce moment-là. Donc c'est un sort qu'il subit comme plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent en exil à ce moment-là. Donc il se fait rattraper par la grande histoire. Et ici, j'ai retrouvé, après des recherches, même pour la surprise, je pense, de la personne qui habite aujourd'hui dans cette maison de maître à Vernuche, qui ne savait pas qu'il y avait un camp d'internement dans ce bâtiment, le lieu où se trouvait Benjamin pendant quelques semaines en 1940-41. Je vais vous montrer une deuxième image. Une image assez emblématique qui nous amène dans les années d'exil un peu plus dans le sud, à San Remo, un travail que j'ai fait dans le même voyage, avec une rencontre effectivement de relecture de ces lettres de Benjamin. Je suis ici sur la terrasse d'un hôtel qui s'appelle Europa, à l'envers. Tout à fait emblématique, et dans le lointain vous avez la mer qui promet quelque chose. C'est le lieu de rencontre entre Adorno et Benjamin au moment où Adorno va quitter la France et
et l'Europe, où Benjamin va dire qu'il y a encore quelque chose à sauver dans cette Europe. Donc, ce qui va être fatal pour Benjamin et pour moi. Cette rencontre avec le passé, le présent et cette Europa à l'envers était assez emblématique pour mener ce travail. Et je vous montre une troisième image qui nous amène à la fin de cette histoire. C'est un travail qui s'appelle Constellation Benjamin, qui retrace en effet un peu de façon chronologique, mais dans une tension entre présent et passé, tout ce parcours. Et on est ici à la fin de cette histoire en 1940 où Benjamin se donne d'abord à Portbou, dans la Calle del Mar, pas loin de la mer. Et vous le savez probablement, Benjamin a effectivement laissé une petite lettre, en tout cas une lettre que quelqu'un a retranscrit après l'avoir trouvée après sa mort dans le lit dans ce petit hôtel à Portbou. Et c'est une lettre qui est aujourd'hui très connue parce qu'effectivement elle marque la fin d'une personne en exil qui s'est retrouvée dans cet endroit sans issue et dans un impasse. Figure emblématique aussi pour l'automédialité pour moi, parce que Benjamin est une figure qui est, je dirais, à la fois une victime de l'histoire, bien évidemment, mais aussi quelqu'un qui est capable de réfléchir sa propre histoire et de construire sa propre biographie. Si vous avez l'occasion de lire les lettres de Walter Benjamin, vous allez constater que c'est quelqu'un qui peut se penser comme sujet et objet de l'histoire, quelqu'un qui est très conscient d'appartenir à une génération qui a vécu les deux guerres mondiales et qui se retrouve effectivement non seulement entre les deux pays, l'Allemagne et la France, mais aussi dans une histoire européenne, voire mondiale, qui est bien évidemment tragique. Donc au niveau de l'automédialité, Benjamin est une figure extrêmement intéressante, et pour moi c'était dans ce même sens aussi intéressant de faire un parcours en tant que photographe avec ses autoréflexions exprimées dans les lettres et de retrouver ces lieux, de les vraiment confronter avec le temps présent, même si ces images datent déjà d'il y a quelques années. Et je termine juste avec une image qui montre le document de la mort de Walter Benjamin. Vous voyez cette photographie que vous connaissez qui est collée sur ce document, qui est aussi un peu curieux parce que en inversant, peut-être en confondant le nom et le prénom de Walter Benjamin, il devient Dr Benjamin Walter. Et puis on va perdre sa trace d'ailleurs, donc il est enterré à Portbou, mais on va perdre la trace même de sa tombe aujourd'hui. Donc vous le savez peut-être, Portbou est devenu aujourd'hui un lieu de commémoration pour Benjamin, mais la froideur de ce constat de mort nous dit pas grand-chose effectivement sur cette vie en exil. Et puis une deuxième figure qui nous amène dans une recherche que je suis actuellement en train de faire, c'est donc cette deuxième figure autrichienne, Stefan Zweig, qui lui aussi va se donner la mort, donc deux figures tragiques et victimes de la Seconde Guerre mondiale et de la persécution des intellectuels et des juifs aussi. Stefan Zweig, lui, il se donne la mort à Petropolis, dans une sorte de paradis, entre guillemets, au Brésil en 1942. Et j'ai eu là aussi le plaisir de faire des recherches sur cette biographie qui se retrouve aussi en exil dans un pays que Stefan Zweig va admirer. Il va découvrir quelque chose à la fin de sa vie qui est un exil très dur, mais un exil aussi qui est dans un contexte pour lui d'ouverture. Donc il va dire que le Brésil c'est le pays du futur. Il va même écrire un dernier livre qui va projeter un futur meilleur dans les pays de l'Amérique latine à l'époque où l'Europe est en décomposition, est en guerre. Et il va aussi écrire un deuxième livre depuis son exil qui sont ses mémoires sur la question de l'Europe et
sa propre histoire, biographique évidemment. Donc il y a là aussi une sorte d'autoréflexion qui est littéraire mais qui est aussi photographique, puisque les deux auteurs étaient très conscients du rôle de la photographie et notamment dans la constitution de leur propre image en tant qu'écrivains. Les deux ont pris soin effectivement de représenter, et souvent quand ils étaient en face de leurs photographes dans des studios photographiques ou même par les photoreporters au Brésil, comme ici Stefan Zweig et sa deuxième femme Lotte, qui se constituent comme écrivains effectivement dans une image qui est au niveau du genre certainement problématique aujourd'hui, parce que le grand écrivain, il a son texte dans les mains, il va dicter son texte à sa femme qui va taper le texte sur la machine à écrire. C'est une première chose. Et la deuxième, vous voyez ici les deux mains qui me touchent beaucoup, de Alberto Dines, qui était le grand biographe de Stefan Zweig au Brésil, qui est mort il y a quelques mois seulement, et qui a écrit une énorme biographie sur Stefan Zweig et ses années au Brésil. Donc j'ai encore rencontré l'année dernière Alberto Dines, et je lui ai posé la question sur la photographie et la biographie, et puis il m'a sorti d'une grande valise qui conservait toutes les images autour de Stefan Zweig. Et puis je suis allé chercher aussi un peu les lieux où a vécu Stefan Zweig, et j'ai trouvé ce cadre extrêmement touchant avec l'Ultimo Lapis de Stefan Zweig, qui avait cette habitude de toujours corriger en bleu et en rouge. Et ce petit cadre avec cette relique, si j'ose dire, est conservé aujourd'hui dans le Pen Club à Rio de Janeiro. Pen Club qui honore beaucoup Stefan Zweig. Vous voyez ici dans le fond de cette salle qui donne sur la baie de Rio une petite image aussi qui est une sorte d'icône au fond et qui montre l'écrivain Stefan Zweig. Mais surtout, je me suis intéressé à cette ville qui est Petropolis, où a vécu Stefan Zweig donc pendant les 2 dernières années de sa vie, et un peu comme dans le projet Benjamin. En tant que photographe, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les lieux et de faire résonner effectivement ces lieux avec certains documents que j'essaye de travailler en amont ou pendant ces projets. Et ici, on a cette incroyable vue depuis la terrasse de cette maison à Petropolis, un peu les dernières vues certainement que Stefan Zweig et sa femme Lotte avaient avant leur suicide. Et pareil, bien évidemment, c'est une analogie très troublante. Stefan Zweig va lui aussi laisser une lettre d'adieu où il explique effectivement que pour lui, l'Europe est finie. Le futur, s'il y en a, il sera ailleurs dans le monde. Et donc il dit ici, voilà, je suis dans un exil paradisiaque, mais en même temps, j'ai plus la force dans une langue étrangère en plus de tout faire ce que j'aurais voulu faire, un peu comme Walter Benjamin. Donc les deux hommes se retrouvent un peu en fin de parcours. Et pour le cas de Stefan Zweig, c'est un suicide, je dirais, très conscient, dans le sens où il va vraiment préparer sa sortie de vie avec sa femme. Il va tout préparer, il va aller à la banque pour régler les dernières affaires, il va écrire cette lettre, il va se suicider, ou les deux vont se suicider. Donc voilà, un petit parcours à travers 2 personnes, 2 figures historiques qui nous amènent, je pense, directement dans les temps présents, bien évidemment sans faire une analogie directe, mais pour vous dire qu'effectivement nous sommes construits tous ensemble en Europe, bien évidemment, sur une histoire qui est extrêmement douloureuse, et parfois je trouve que c'est important aussi de garder ça en mémoire si on travaille sur le croisement entre l'art, l'éducation et notamment sur les questions contemporaines d'aujourd'hui. Donc merci encore aux organisateurs, organisatrices de cette journée. Je voulais juste remercier toute cette équipe pour tout ce travail qu'on a pu faire en partie ensemble aussi. Ça m'importe beaucoup parce que plusieurs des artistes qui sont aujourd'hui ici ont fait des études chez nous à Paris 8, toujours dans un carrefour et un croisement entre les sciences humaines, les arts plastiques, la photographie et les grandes questions politiques d'aujourd'hui. C'est vraiment dans la tradition de Paris 8 et aussi de la MSH, je pense, de croiser les regards et les disciplines, et rien de pire que d'isoler l'art dans un ghetto qui n'aurait rien à voir avec les grandes questions d'aujourd'hui. Donc merci
et bonne journée à vous tous. Alors peut-être avant de nous quitter, Arnaud, quand même une petite question. Oui, non, mais oui, mais quand même, en tant que maître du temps, j'ai ce privilège. Une petite question quand même, parce que je pense que ça peut intéresser le public. Et pour revenir quand même à la thématique de ce colloque, comment vous appropriez le concept d'automédialité, parce qu'on voit quand même qu'il y a un travail fort autour d'une esthétique politique. Vous avez indiqué cette question de tension entre le présent et le passé, la réflexivité qui entre dans un rapport autobiographique, et l'objet qui est mis en perspective à travers la photographie. Et comment vous synthétisez un petit peu cette approche conceptuelle de l'automédialité? Merci, je vais être bref, Christine. Je pense qu'il y a vraiment deux perspectives. La première, elle est historique, elle est dans la question d'une recherche biographique de figures historiques que j'essaie de mener comme un biographe, mais d'un autre type peut-être, en travaillant sur les archives, sur les documents, notamment sur les documents visuels. Peut-être contrairement à des historiens qui s'intéressent beaucoup à l'écrit et aux documents officiels. Donc je m'intéresse beaucoup à cette constitution du soi, notamment à travers la photographie. Je l'ai énoncé un petit peu pour Stefan Zweig, on pourrait l'approfondir, mais juste pour vous dire que c'est une question qui est extrêmement intéressante dans le sens où notamment les figures littéraires qui sont dans cette époque-là très conscients de l'image en général et de l'image photographique vont se constituer à travers la photographie. Il y a un petit livre en allemand de Wilhelm Genazzino qui a réfléchi sur la représentation et sur l'auto-représentation de la figure de l'écrivain dans le XXe siècle et du rôle de la photographie importante, notamment par exemple les images qu'on a aujourd'hui iconiques de ces grandes figures. Et on sait aujourd'hui que des personnes comme Stefan Zweig étaient extrêmement conscients de cette autoconstruction à travers l'image photographique. Et ce Wilhelm Genazzino a donné un titre très intéressant à son livre qui s'appelle en allemand Das Bild des Autors ist der Roman des Lesers. L'image de l'auteur devient le roman du lecteur. Autrement dit, on projette souvent à travers les images photographiques et les portraits des écrivains une écriture, une certaine écriture dans nos propres lectures. Et puis, deuxièmement, évidemment, c'est par rapport au temps présent et à ma propre pratique. Si j'utilise la photographie et ce moyen avec un appareil d'aller voir des lieux et de m'imprégner des lieux et de donner une image à voir dans un style très documentaire 19e-iste, c'est pour faire entrer le spectateur dans les images et de lui permettre, ou de permettre à elle, de vraiment projeter quelque chose dans cette tension entre le temps et le présent. Donc c'est à la fois une recherche historico-visuelle, mais aussi bien évidemment quelque chose qui est profondément lié à ma propre histoire aussi, en tant qu'Autrichien qui vit en France et qui a beaucoup travaillé sur ces questions, mais aussi bien évidemment en tant que photographe qui va rencontrer dans le maintenant et dans l'aujourd'hui, comme disait Benjamin, un lieu que je propose à voir à mon futur spectateur, ma future spectatrice. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, donc là, on va avoir une conférence d'ouverture de Christine Delory-Bomberger, donc professeure à l'Université Paris 13, présidente du Collège international de recherche biographique, et donc qui va faire une conférence intitulée « L'automédialité, un geste photobiographique d'une fabrique de soi ». Point d'interrogation. Merci Christine. Voilà, la question n'étant pas résolue. Donc vous vous accrochez bien, parce que c'est quand même un propos, mais qui ne dure que 20 minutes, ça va vous permettre de tenir le coup, qui est assez théorique. Mon intervention de l'après-midi sera plus souple, voilà, même très souple. Mais il est important qu'en début, donc Arnaud Kisignor vous a dit déjà des choses. Merci vraiment Arnaud pour cette
très belle intervention qui nous réjouit, et on rappelle aussi qu'on a commencé ensemble. Voilà, on a commencé ensemble, cette idée est venue ensemble, et puis maintenant, donc, on a un groupe qui continue. Alors, la photographie, elle rejoint dans certains de ses usages des pratiques de soi, visant à poser, pour elle, dans les formes de l'image, un intime qui est lié aux expériences de la vie, qui est à la quête d'une mémoire personnelle, familiale et ou collective, à l'évocation de personnes présentes ou disparues, de lieux habités, traversés. Donc, ce qu'on appelle ces pratiques de soi. Les lieux, les légendes qui viennent dessus. Qui sont sous deux formes différentes, et en plus il y a une installation sonore. L'artiste. Alors, en fait,
peux en parler cet après-midi, mais c'est collectif en fait. Voilà. Ah, super. Ouais. Bon. Voilà. Sur le texte, dans le livre, mais par contre, des légendes quand même avec des lieux, des lacs, Tout ça est sur ton site. oui, tout ça sur le site. Vous êtes le tonton. Voilà. Voilà.